Salut, comment vas-tu? Bah, très bien, un grand merci à toi pour cette invitation. Je te suivais déjà la partie live, donc je suis déjà présent depuis le début et Magnifique. j'ai entendu déjà plein de questions très intéressantes, donc je me réjouis d'y répondre. Ah bah c'est cool. En tout cas, on est chaud patate. On a même, je crois, trop de questions. Mais avant qu'on parte peut-être sur plein de questions qu'on va avoir sur le mining, sur le proof of stake, le lending, et plein d'autres choses, peut-être qu'on peut déjà directement commencer. Il y a plein de bonjours, magnifique, plein de love. Bonsoir à Euh, tous les amis. Peut-être qu'on peut commencer avec une petite présentation de voilà qui est Monsieur TK, parce que ça fait pas depuis hier que tu es dans le monde de la crypto-monnaie. Et il y a, je pense, pas mal de personnes qui te connaissent aujourd'hui, mais il y a aussi peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc peut-être une petite Effectivement. introduction. Alors en gros, bah, moi c'est Monsieur TK, je suis un mineur de crypto-monnaie depuis 2016. C'est en 2016 que j'ai commencé avec un simple ordinateur qui est le PC qui est ici juste à côté de moi pour ce live. J'ai miné mes premières crypto-monnaies avec cette machine. Rapidement, je me suis pris au jeu et je me suis intéressé à ce monde du minage de plus en plus. Donc au début, j'avais un simple ordinateur, puis j'ai ajouté différents composants pour pouvoir miner. J'en ai ajouté un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis j'ai eu une machine complètement dédiée au minage de crypto. Puis j'ai acheté une deuxième machine, une troisième machine, etc., etc. Et à partir de là, ça a été un petit peu l'effet boule de neige. Donc je me suis vraiment pris au jeu du mining. Et à l'époque, quand j'ai commencé, donc en 2016, en 2016 et l'année 2017, il y avait très peu d'informations en français sur le mining. Hein. Tout était en anglais et c'était principalement de l'anglais technique, donc de l'anglais qui est un peu je peux dire pas très sexy pour quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais. Et donc moi j'ai eu l'idée suite à ça d'essayer à ma façon de vulgariser au mieux le monde du mining pour justement toute la communauté française, toute la communauté francophone, notamment pour expliquer aux gens ce qu'était le mining, comment on peut faire du mining, quelles sont les choses à savoir, quelles sont les choses qu'on a besoin, quelles sont les choses dont on n'a pas besoin, bref, tout ce qui tourne autour du minage. Et en réalité, moi, j'ai toujours été intéressé donc par le minage de crypto-monnaies, c'est vraiment ma source, enfin, vraiment la chose numéro un qui m'inspire, mais également, entre guillemets, toutes les façons d'obtenir, de manière générale, de soutenir le fonctionnement d'un réseau. Et donc, c'est pour ça que je me suis également intéressé au masternode, au staking, au lending, etc., etc. Donc, c'est un petit peu tout ce que vous retrouvez, notamment sur ma chaîne YouTube, parce que oui, je l'ai pas dit, donc pour ceux qui ne le savent pas, suite à justement vouloir expliquer toutes ces choses aux gens sur le minage, plutôt que de me répéter pendant 50 fois sur des forums, des posts ou autres, j'ai eu l'idée de les faire en vidéo, parce que une vidéo, comme ça, il suffit de la balancer, les gens peuvent aller voir. Et donc, j'ai une chaîne YouTube également qui est dédiée au monde du minage, masternode, staking, lending, bref, tout ce qui touche aux façons de générer d'une certaine façon un revenu passif en crypto-monnaie tout en participant au bon fonctionnement du réseau, quoi. Magnifique. Ouais, ça, c'est vraiment incroyable. Donc, en fait, tu as été pris par cet univers finalement du mining. Quand tu as commencé, tu as tout de suite t'as eu ce côté un petit peu, c'est quand même finalement cool, en fait, je suppose. Et donc, du moment que tu as connu ça, tu t'es fait avoir. Aujourd'hui, je pense que tu t'es fait avoir d'une bonne manière. Exactement. mais en tout cas, et donc ta chaîne YouTube, ça fait depuis combien de temps qu'elle existe? Ça fait depuis combien de temps que tu partages des vidéos? Alors 2018, en fait, avant la chaîne YouTube, j'avais un blog, je tenais un blog sur une plateforme justement blockchain qui s'appelait Steemit à l'époque, qui depuis a totalement sombré, je pense, ou n'est plus que l'ombre d'elle-même. J'y Mais étais aussi. c'était généralement là que beaucoup ont débuté. Et en fait, un jour, je me suis dit, tiens, je faisais des articles, format écrit donc, et un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer le format vidéo. Et en fait, quand j'ai sorti une vidéo qui était en fait la simple lecture d'un de mes articles que j'avais écrit, je me suis rendu compte que là où l'article faisait 100 vues, j'avais 1000 vues sur la vidéo. Et donc, je me suis dit, bon, le format écrit, c'est bien, mais visiblement, en tout cas à l'heure actuelle, les gens sont plutôt demandeurs d'un format vidéo, et c'est pour ça que j'ai lancé dans la foulée ma chaîne YouTube avec justement des vidéos dédiées à tout cela, quoi. Ouais, magnifique. Et parce que surtout qu'en plus en 2018, alors tu me corriges si je dis des bêtises ce soir, mais je partage en même temps peut-être aussi juste ma connaissance, mais si d'un coup il y a quelque chose. 2018, c'était quand même un petit peu le boom des masternodes, si je me trompe pas. C'était la grande époque. Donc, alors pour les Exact. personnes qui sont récentes de la crypto-monnaie, elles
connaissent les NFT, la DeFi et cette hype qu'on peut avoir autour des NFT et de la DeFi. Il faut savoir que quasiment chaque année, on a quelque chose qui sort du lot et qui a un peu de hype. Et c'est vrai que l'année 2018, en gros, 2018, c'était l'équivalent des NFT et de la DeFi actuellement. Mais alors, on était sur les masternodes. Et en fait, les masternodes, j'aime pas le résumer comme ça, mais on peut le voir comme une sorte de minage virtuel. Donc ça veut dire qu'à la place d'avoir des grosses machines qui chauffent, qui font du bruit, qui consomment de l'électricité et qui vous rapportent des crypto-monnaies, vous pouvez détenir sur un node, donc un nœud, un masternode, un maître nœud. Vous avez la possibilité d'avoir d'héberger ce nœud et de participer au réseau comme vous pourriez le faire avec du minage classique, et vous touchez les récompenses pour ça. Et donc ça, c'était vraiment la grande hype de l'époque. C'est vrai qu'actuellement, les masternodes sont beaucoup moins connus, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, ça reste quand même quelque chose qui est toujours très intéressant, qui peut être très rentable. On l'a vu très récemment, en tout cas pour les membres de ma communauté, qui avaient encore moyen de pas mal se débrouiller, notamment en investissant dans les masternodes, quoi. Magnifique ça. C'est vrai qu'il y a eu un gros crash finalement des masternodes. On a eu, alors je dirais pas spécialement que des arnaques, mais on a eu en effet ce côté token economics sur lesquels, il y a tout le monde qui rentrait en effet sur ces masternodes parce qu'on avait des pourcentages, comme on voit un tout petit peu dans le monde du DeFi, qui étaient sur des centaines, si c'est pas des milliers de pourcentages qu'on proposait par année comme rendement sur les masternodes. Et donc du coup, tout le monde se lançait dedans, mais après malheureusement le token perdait de la valeur. Et donc voilà. Mais je peux te poser la question, est-ce que tu as eu un node du Dash? Alors, j'ai jamais eu de note Dash, parce que malheureusement, non, mais malheureusement, à l'époque, en tout cas, quand je me suis intéressé aux notes Dash, c'était à passer 100 000 $, 100 000 euros. Donc, c'était clairement pas atteignable pour moi. Par contre, j'ai eu des parts dans un masternode partagé Dash. Donc, ça veut dire un masternode partagé, c'est on se met à plusieurs pour obtenir un masternode. Et ça, par contre, j'en ai eu. Donc, indirectement, j'ai eu un masternode Dash que j'ai revendu il y a déjà longtemps parce qu'il y a eu la hausse du prix du Dash. Mais j'ai participé à un node Dash, mais je n'ai jamais détenu seul un node Dash. Bien dommage d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il est parti un petit peu. Il a commencé, je crois, en 2000. Ah. On m'a perdu, je crois. Moi, je t'entends là. Tu m'entends, c'est tout bon? Ouais, nickel. Ok, super, pardon. Non, je disais voilà, qu'en plus ce Dash, c'était en effet un vieux projet, un des tout premiers aussi dans les masternodes, et qu'il fallait en posséder, je crois, 1000 si je ne me trompe pas, mais au tout début, je crois qu'il valait quelque chose comme 1, 2, 3, 4 $, et puis il est monté à plus de 1000 à la fin du bull run, donc après, ça coûtait beaucoup trop cher pour avoir un masternode. C'est clair. C'était impossible. Mais par contre, donc du coup, on peut participer à plusieurs personnes pour en effet posséder un masternode. Finalement. Exactement. Donc en fait, c'est un peu le problème de certains masternodes. En fait, pour détenir un masternode, il vous faut une quantité définie à l'avance de coins. Donc typiquement pour un masternode Dash, c'est effectivement 1000 Dash. Il y a d'autres projets, par exemple, si on pense par exemple à Horizon, ils ont des masternodes à 42 ou à 500 Horizon. Bon, bref, ça dépend de chaque projet. Et en fait, cette quantité de jetons, elle est définie au départ et elle est invariable. Donc ça veut dire que le prix du jeton soit à 1 $, 10 $, 100 $, 1000 $, peu importe, la quantité est la même. Donc effectivement, à la limite, voilà, un masternode Dash à 1000 Dash, quand le Dash vaut 1 $, bon, ça 1000 $, on peut se dire, on peut encore se l'acheter. Quand le Dash est allé à 100 $, ça fait directement les 100 000, et puis on était rapidement au million pour le masternode Dash. Donc effectivement, ça peut être un frein, notamment pour pas mal de bourses entre guillemets, parce que il faut avoir les fonds pour pouvoir se permettre de l'acheter, quoi. Exactement. Je pense qu'on va de toute façon après revenir aussi un petit peu sur les masternodes, mais est-ce qu'on peut peut-être déjà te poser quelques petites questions au rapport déjà peut-être avec le mining déjà en soi. Déjà pour commencer, est-ce que tu as toi aujourd'hui une préférence personnelle, proof of stake ou proof of work? Moi, je vais être honnête, j'aime la combinaison des deux. Donc en fait, effectivement, il y a du proof of work, il y a du proof of stake, et il y a des projets qui combinent les deux et où ça fonctionne très bien. Notamment, par exemple, Dash fonctionne très bien avec la combinaison des deux. Moi, j'ai toujours dit, les deux fonctionnent très bien, les deux fonctionnent très bien en séparé. Et ça fonctionne encore mieux quand ils sont réunis. Alors, pourquoi vouloir absolument choisir l'un ou l'autre alors qu'on peut avoir l'avantage des deux en les combinant? Donc moi, les crypto-monnaies qui reposent sur les deux principes de fonctionnement, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Donc moi, je suis très très hypé par ces crypto-monnaies qui combinent les deux méthodes en même temps, quoi. Ok, magnifique, super. Et aujourd'hui, tu fais du mining, si on prend un petit peu le proof of work. Qu'est-ce que tu veux peut-être nous parler un petit peu du proof of work et peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas encore le proof of work, peut-être faire un petit récap si ça va pour toi?
Bien entendu. Donc le proof of work, comme tu l'as dit, c'est tout simplement donc là en français c'est la preuve de travail. Donc en réalité vous allez devoir réaliser, donc vous allez utiliser une machine qui va réaliser, je simplifie volontairement, qui va réaliser une tonne de calculs très très compliqués. Et lorsque votre machine trouve la bonne réponse, vous envoyez cette réponse au réseau en disant bah super, c'est moi, j'ai trouvé la bonne réponse. Et en échange de cela, bah, le réseau vous donne la possibilité donc de valider un nouveau bloc sur la blockchain. Donc vous allez pouvoir vous-même ajouter un bloc à la blockchain et vous allez pour ce travail être récompensé en crypto-monnaie pour avoir réalisé le travail. Donc si par exemple on prend l'exemple de Bitcoin, à l'heure actuelle avec les différents halving, donc les différentes réductions de frais qu'on a eu sur les blocs de Bitcoin, actuellement la personne qui valide un bloc sur Bitcoin va empocher 6,25 BTC. Et à cela, il faudra ajouter les frais de transfert, les frais de transaction qui sont à l'intérieur de ce bloc, parce que je ne vous apprends rien si je vous dis que lorsque, par exemple, vous décidez d'envoyer vos crypto-monnaies d'un portefeuille A à un portefeuille B, vous devez toujours payer des frais de transaction qui sont en fonction des blockchains utilisées, parfois très faibles. Par exemple, je sais pas moi, sur Litecoin ou XRP, ils sont très faibles. Si on parle de Ethereum, pour le moment, ils sont relativement chers. En fait, ces frais ne sont pas perdus dans la nature, mais servent justement à payer les mineurs pour le travail qu'ils ont réalisé, donc le travail de validation du transfert de A vers B. Ok, magnifique, ouais, c'est très bien expliqué. On voit que tu as l'habitude de te répéter. C'est incroyable comme c'est bien expliqué. Ah, je connais le sujet par cœur. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et toi, aujourd'hui, tu fais quoi comme mining sur le proof of work, surtout? Si je peux déjà commencer par là. Donc effectivement, quand on parle de minage, de proof of work, en tout cas, moi je le divise en deux grandes parties, vraiment les deux parties principales, donc c'est-à-dire le minage qui se fait via des ASIC et le minage avec des cartes graphiques, des GPU. Alors, en deux mots, le minage avec des ASIC. Donc qu'est-ce qu'un ASIC? Un ASIC, c'est une machine qui a été créée spécialement dans un seul but, c'est de miner une crypto-monnaie particulière. Typiquement, par exemple, sur Bitcoin, on a la présence, il y a des sociétés, notamment Bitmain, qui est un des plus grands fabricants d'ASIC au monde, qui va vous fabriquer une machine de A à Z. Vous avez la possibilité, quand il y en a en stock, bien entendu, d'acheter une machine chez Bitmain. Et en réalité, cette machine, vous la prenez, il suffit de la brancher à l'électricité et à Internet, et en 2-3 clics, vous allez pouvoir miner du Bitcoin, typiquement. Donc voilà, si vous décidez de miner, par exemple, une crypto-monnaie comme le Bitcoin, il vous faudra obligatoirement un ASIC. Donc on ne peut plus miner, à l'heure actuelle, du Bitcoin avec un simple ordinateur. Ça, c'est terminé. Par contre, si on prend Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde, vous avez la possibilité, elle, par contre, de continuer à la miner avec un simple ordinateur. Alors forcément, avec un simple ordinateur, vous n'allez pas générer des Ethers par milliers. Il faut pas abuser. Par contre, avec un simple ordinateur, vous pouvez participer au réseau et obtenir des fractions d'Ether. Alors vous allez peut-être en avoir 0,00001 Ether, mais vous allez quand même en obtenir. Et forcément, plus votre machine sera puissante, et donc plus vous allez fournir de puissance au réseau, plus votre travail sera important, et donc le réseau va vous rétribuer, va vous faire gagner plus de crypto-monnaies, et vous êtes toujours payé dans la crypto-monnaie que vous allez miner. Donc c'est-à-dire que si vous minez du Bitcoin, vous allez obtenir le Bitcoin. Si vous minez de l'Ether, vous obtenez de l'Ether, et ainsi de suite. Mais on a vraiment ces deux grandes formes de minage que sont le minage ASIC, le minage GPU. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on voit d'autres formes de mining apparaître, comme on a eu récemment le minage via des disques durs, notamment le projet Chia Network qui utilisait ça, où j'ai entendu que la question a été posée tout à l'heure dans le chat, on commence à avoir de plus en plus de minage processeur. Alors le tenant du titre à l'époque c'était Monero, mais là on a Raptorium qui a fait son entrée. Donc en gros, plutôt que d'utiliser soit un ASIC, soit des cartes graphiques, on utilise le processeur de sa machine, donc le cœur central de votre ordinateur, pour miner ces nouvelles crypto-monnaies, je vais dire. Voilà. Ok, incroyable ça. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt récent du coup, ou c'est parce que le Monero finalement, ça fait longtemps déjà que on le mine, hein, ça fait depuis, je crois, 2015. Exactement. Donc oui, effectivement, le minage CPU, en fait, ça existe depuis très longtemps. Hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'était toujours un petit peu marginal parce que c'est quand même relativement complexe. Enfin, déjà que le minage de manière générale n'est pas simple. Hein, on va essayer de résumer. Le minage processeur, c'était encore plus compliqué, sachant qu'il n'y avait pas énormément de crypto-monnaies qui sortaient leur épingle du jeu, hormis effectivement Monero. C'est vrai qu'ici, en tout cas avec la crypto-monnaie Raptorium, qui est venue remettre un coup dans ce minage CPU, un petit peu
le dépoussiérer et le remettre en lumière, on a eu de nouveau effectivement une hype sur le minage processeur. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas quelque chose de neuf. Je veux dire, ça existe déjà depuis un moment qu'il est possible de miner avec un processeur. Ok, magnifique. Donc, c'est quand même la preuve. Alors, du coup, là, il y a sûrement un nouveau projet. Vous en parlez, je suppose, un petit peu dans la communauté, si ça fait pas longtemps. Je vois qu'il y a quelqu'un aussi dans le chat qui dit, allez, dis-le, flux. Je sais pas si on dit flux ou flux. Pareil. Ok, vous en parlez, je pense, aussi chez vous, dernièrement. Ah, ça, c'est mon chouchou, ça, Flux. C'est différent, là. Tu veux nous en parler un petit peu? Ah, en gros, et sans justement vouloir le pousser, parce que sinon après on va dire que je chill le projet et j'ai pas envie qu'on me le dise. En tout cas pas ce soir. En fait, Flux c'est un projet qui combine à la fois encore une fois minage d'un côté et masternode de l'autre. Donc ça revient à ce que je disais avec ce que j'apprécie beaucoup. Et le minage se fait à l'aide de cartes graphiques. Le projet est encore relativement petit. Enfin petit, il a bien progressé ces dernières semaines. Attention, on vient du top 700 sur CoinMarketCap, on est rentré dans le top 200, ce qui est énorme. Mais on est encore très loin de projets, voilà, comme Polkadot, Solana ou que sais-je. Mais pour moi, encore une fois, c'est mon avis, c'est un projet qui se développe de plus en plus, c'est un projet en devenir, et en plus, comme je te le disais, il a tout ce que j'apprécie dans un projet de crypto-monnaie. Donc, il repose sur les deux consensus qui apportent plein de bonnes choses. Attention, il est pas tout seul. Hein. Voilà, je peux vous en citer plein. Je peux vous citer Dash, Horizon qui fonctionne comme ça, Firo fonctionne comme ça. Donc comme ça, à la limite, les gens ne se disent pas ouais, il y en a plusieurs. Non, il y a plein de projets qui fonctionnent avec ça. Mais lui, voilà, il a un petit peu mes faveurs. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup, quoi. Incroyable, c'est la folie ça. C'est vrai que j'ai pas vraiment regardé le projet aussi non plus en soi, mais il faudra absolument que j'aille faire un petit tour. On avait déjà posé des fois la question aussi dans le chat et j'ai pas pu répondre justement, donc j'irai clairement faire un petit tour aussi sur Flux. Ouais. Sur le côté des cartes graphiques, je pense que c'est quelque chose qu'il faut être up-to-date, il faut constamment être à jour de tout ce qui se passe autour du hardware, hein, donc pour pouvoir finalement miner, que ce soit maintenant avec du CPU, que ce soit avec un processus, que ce soit avec un disque dur ou que ce soit avec des cartes graphiques. C'est quelque chose, je pense, que tu dois quand même investir toi. Alors, je sais pas où toi, tu vas chercher tes informations. Est-ce que c'est ta connaissance aujourd'hui qui fait en sorte que tu n'as plus besoin d'aller t'informer sur des plateformes ou autres pour pouvoir faire le nécessaire et t'adapter constamment avec cette technologie, ou est-ce que tu vas chercher des informations quelque part? Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un tout petit peu du côté de ces cartes graphiques? Comment est-ce qu'on peut déjà être un petit peu plus mis à jour? De toute façon, en fait, ça reste de la formation constante. Donc, typiquement, le minage, enfin, comme dans beaucoup de domaines, attention, on peut pas rester sur ses acquis. Je veux dire, chaque année, on a, en tout cas, en ce qui concerne le minage GPU, mais c'est également valable pour les ASIC. Donc, en ce qui concerne les cartes graphiques, chaque année, on a de nouvelles cartes graphiques qui sortent, on a de nouvelles versions, de nouveaux concurrents. Donc, à l'heure actuelle, on avait par exemple que Nvidia et AMD d'un côté. Là, on a appris notamment que Intel allait sortir des cartes graphiques également, donc ça fait un nouveau challenger. En ce qui concerne les ASIC, généralement les fabricants, donc il y a Bitmain, eShell, je pense, enfin bon, il y en a plusieurs aussi. Chaque année sortent de nouveaux ASIC avec de nouvelles performances, de nouveaux changements. Bref, en fait, c'est un domaine où chaque année il y a des nouveautés. Il y a quasiment des nouveautés tous les 6 mois parce que les nouveautés ne se font pas pile à un an forcément. Donc c'est un domaine où il faut être constamment mis à jour, constamment suivre les évolutions, les changements, les optimisations. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce qui fonctionne mieux. Bref. Moi, entre guillemets, maintenant, ça fait partie de mon boulot, justement, et c'est quelque chose que j'aime, à me tenir informé de toutes ces infos en lien avec le minage, donc les cartes graphiques, les cartes mères, etc. Mais il est certain que on ne peut pas se dire, aujourd'hui je connais le minage et pour les 10 prochaines années, je sais que ça va continuer comme ça. Donc voilà, moi ça fait partie de mon travail entre guillemets de veille. Donc tous les jours je m'informe sur les nouveautés, sur ce qui change, etc., etc. Et c'est notamment, entre autres pour ça que tu as vu que j'étais aussi actif notamment sur Twitter, parce que j'essaye justement de condenser et de résumer quand j'ai des informations dans un domaine précis pour justement en faire profiter la communauté pour que justement les personnes n'aient pas à fouiller sur une centaine de sites différents mais qu'à un endroit elles aient les informations essentielles, quoi.
Et ça, c'est vraiment top. De toute façon aussi, on l'a besoin dans chaque langue, parce que pour les personnes qui parlent que français, s'ils doivent commencer à aller avoir, même si c'est chez quelqu'un qui partage en effet ces informations, mais c'est en anglais, c'est trop complexe. Donc d'avoir en effet quelqu'un aujourd'hui qui partage autant d'informations, c'est vraiment génial. Je voulais repartager ça aussi à la fin, mais je le partage déjà également dans le chat. Donc pour les personnes qui veulent aller faire un petit tour sur le Twitter pour être informés sur tout ce qu'ils partagent, vous pouvez sans autre aller déjà faire aussi un petit tour. Puis j'ai également partagé le YouTube et puis leur Discord. Donc la grande chaîne, c'est YouTube. Hein, c'est vraiment cette chaîne-là qu'aujourd'hui tu fais tes vidéos. C'est là où tu partages en effet tous les updates de ce que toi tu fais aussi sur le mining et pas mal de choses. Dernièrement, j'ai vu aussi que tu avais un petit peu parlé de Helium, des choses comme ça. Est-ce que c'est des projets que tu commences aussi à t'intéresser parce que c'est un petit peu différent aussi? Helium, tu peux peut-être typiquement nous en parler un petit peu de ce que c'est? Alors oui, exactement. Donc en fait, il y a encore pas si longtemps que ça, pareil, je ne connaissais pas le principe du proof of capacity de Helium Network. Donc en fait, Helium Network, c'est un projet, une société qui envisage le mining, le minage d'une autre façon. Donc en fait, chez eux, comme vous avez pu le constater, en tout cas si vous vous intéressez au minage, trouver les différents composants, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de stock, c'est relativement cher, ça peut être encombrant, ça fait du bruit, ça chauffe, etc., etc. Et donc eux ont eu l'idée de créer un réseau qui s'appelle le Helium Network, qui permet justement la connexion de tout ce qui est IoT. Donc ça peut être aussi bien votre montre connectée, votre frigo, votre voiture, n'importe quoi. Donc tout ce qui peut être connecté via IoT. Et en réalité, pour participer à ce réseau, vous n'avez pas besoin de mettre de la puissance de minage à disposition. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une puissance monstrueuse. En fait, en réalité, vous avez besoin d'un boîtier qu'on appelle chez eux un hotspot miner. Donc c'est tout simplement un boîtier qui va émettre un réseau, qui va émettre des ondes du type ondes radio autour de vous dans l'air, et en échange donc du développement du réseau. Donc lorsque vous installez ce petit boîtier et que vous interagissez justement avec d'autres boîtiers autour de vous, vous allez être récompensé justement par le réseau. Donc vous allez être payé dans la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie de chez Helium Network, c'est le Helium. Donc vous allez être payé en Helium pour justement développer le réseau, l'étendre, le faire fonctionner, etc., etc. Et c'est vrai que contrairement au minage traditionnel, moi j'en fais, donc je sais très bien de quoi je parle, où il va falloir brancher les machines, configurer les cartes, gérer la chauffe, gérer le bruit, etc., etc. Ici, vous avez un boîtier qui est grand comme ça. Ça se branche, ça consomme 5 ou 10 watts, donc ça consomme absolument rien. On est très loin des 2-3 000 watts d'une machine de minage classique. Et ça peut, en fonction, parce que là, ça va être en fonction de votre position géographique. Donc, si vous avez la possibilité ou non d'interagir avec d'autres boîtiers autour de vous, vous allez être récompensé en crypto-monnaie. Et pour certaines personnes, ça rapporte énormément d'argent. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne très bien parce qu'elles sont bien situées, justement, elles interagissent avec plein de boîtiers. Ça rapporte énormément d'argent, et malheureusement dans ce genre de cas-là, si vous habitez à la campagne, au milieu d'une montagne et que vous êtes tout seul, là par contre c'est typiquement le mauvais plan, parce que comme vous allez interagir avec personne, vous n'allez pas aider au développement du réseau, et donc vous n'allez pas gagner d'argent, quoi. Exactement. Je ne sais plus exactement où tu habites. Je crois que c'était Liège. Non, C'est ça. Ah, c'est Liège. Et c'est une petite ville quand même. C'est pas New York, hein. Mais est-ce que ça fonctionne quand même un tout petit peu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des hotspots typiquement à Liège ou pas du tout? Ouais, donc il y a typiquement dans les grandes villes belges, ça commence à se développer. Enfin, si on peut, enfin, grande ville, tout est relatif. Ouais. On n'est pas sur New York ou Los Angeles. Pour la Belgique. À la taille de la Belgique, c'est une grande ville. Ça fonctionne bien. Par contre, dès qu'on sort des grandes villes, dès qu'on est à l'extérieur, le réseau est très 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 peu développé en Belgique. Donc, hormis pour les personnes vraiment habitant dans ces grandes villes, c'est très peu intéressant pour les autres personnes. Moi, justement, j'ai eu la chance. J'ai acheté 2 boîtiers justement pour les tester, pour justement essayer de les faire interagir entre eux. Je viens justement d'aller terminer le réglage de mon second boîtier chez un ami qui héberge ce boîtier. Donc je verrai les résultats d'ici quelques semaines, mais pour le moment, en tout cas, avec 2 boîtiers, les résultats sont pas énormes, quoi. Donc c'est pas avec ça qu'on devient millionnaire, non, malheureusement. Je vois. Ok, magnifique. Alors, au cas où pour répondre à la question, donc ce projet c'était Helium. Je crois que c'est HNT, je crois le token, je ne suis pas 100% C'est sûr. ça, HNT, ouais, exactement. HNT, parfait. Si on revient peut-être un tout petit peu du coup sur les cartes graphiques, si je peux me permettre. Les cartes graphiques aujourd'hui qu'on utilise typiquement pour le mining de l'Ethereum.
Est-ce que, alors, comment j'ai commencé, hein, si je reviens en arrière, 2018, je crois que je faisais un petit peu sur l'Ethereum. On avait des 1070 Ti. C'était plutôt déjà bien, je crois. On faisait ça avec ça. Je crois que j'avais même une des 930 GTX, c'est possible. Je crois que je faisais du mining Chez avec ça. AMD, une 900. Une AMD 930, non, Non, 960. Non, une c'était Nvidia 960? C'est possible. 960, 970, 980. On avait ceux-là, je crois, pour faire du mining. On avait plus des 60-70 parce que c'était vraiment assez bon marché. Et puis, on faisait ça, je crois, fin 2017, début 2018. Aujourd'hui, je pense qu'avec ça, on peut plus rien faire. Alors, typiquement, avec la 1070, tu pourrais encore miner de l'Ether. Wow. Avec la génération 900, malheureusement, c'est vraiment devenu ancien, donc ce serait très difficile. Mais typiquement, moi, à l'heure actuelle, j'ai encore des 1070 qui tournent ici et qui fonctionnent très très bien. D'ailleurs, je regrette pas. Donc, elles sont toujours au boulot et ça fonctionne toujours. Alors, il est certain que forcément, c'est des cartes qui ont déjà maintenant 5 années au compteur. Donc, on peut pas leur demander les mêmes performances qu'une carte qui vient de sortir il y a 6 mois. Mais ça reste rentable, ça reste toujours intéressant. Donc, autant, enfin moi, elles vont miner jusqu'à la mort, quoi. Maintenant, je vais pas leur faire prendre leur retraite, quoi. Elles iront. Il faut y aller jusqu'au bout, là. On va aller chercher les petits derniers Ethereum qu'on peut encore en tirer. Ah bah, Voilà. c'est sûr. Est-ce que aujourd'hui, du coup, les cartes qu'on utilise, c'est plutôt des 3000 quelque chose, je suppose. Qu'est-ce que c'est comme carte graphique? Donc, bah oui, effectivement, les personnes qui se lancent maintenant, trouver les cartes d'ancienne génération, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, effectivement, donc les gens se tournent vers la nouvelle génération. Donc, chez Nvidia, c'est toute la génération 3000 avec 3060, 3060 Ti, 3070, etc., etc. Et chez AMD, bah, on a également la nouvelle génération de chez AMD qui est la gamme des RX 6000. Et donc, on a la 6600, 6700, 6700 XT, 6800, 6800 XT. Bref, toutes les nouvelles générations. Maintenant, comme je le disais, les anciennes générations ne sont pas bonnes à acheter, elles sont toujours même très efficaces, très fonctionnelles. Et donc, typiquement, une personne qui aurait, par exemple, une 3070, donc 3070 en stock, par exemple, dans son ordinateur, c'est typiquement une carte qui fait encore extrêmement bien le boulot pour du minage, que ce soit du minage Ether ou autre. Pareil chez AMD, avec si vous avez une 5700 XT, à l'heure actuelle, ça reste toujours une des cartes maîtresses pour le minage d'Ether, alors que ça reste l'ancienne génération, mais c'était une carte de folie, elle avait un rapport performance-consommation juste excellent, quoi. Donc, ça reste d'actualité, quoi. Ah, c'est fou ça, hein, après tout ce temps quand même. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pensé justement quand il y avait très peu de stock sur le marché justement pour les cartes graphiques, on avait pensé à contacter tous des gamers. Et toutes ces gamers qui allaient changer leur carte graphique pour avoir toujours le côté supérieur, et bah, tout simplement aller racheter les cartes graphiques de ces gamers, leur proposer des prix quand même intéressants, mais vu que c'était deuxième main, c'était aussi meilleur marché. C'était presque un petit peu les seules manières qu'on pouvait en effet encore atteindre ces cartes graphiques à petite quantité. Il y avait aussi après juste deux, trois petites questions. On va pouvoir après revenir aussi peut-être sur les questions aussi du chat. Aujourd'hui, je voulais juste encore revenir sur le mining, sur l'Ethereum 2.0, parce que j'ai vu quelqu'un aussi qui en a parlé. Et puis ça, c'est vrai il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Ça fait, je pense, déjà longtemps maintenant que les gens ils ont dit que l'Ethereum, normalement, on pouvait plus miner, je crois. Donc toi qui es mineur, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Je pense que ça doit être assez drôle pour toi d'entendre les gens d'ailleurs dire des choses et puis qu'en fait, en réalité, c'est tout le contraire. Alors, effectivement, donc le Ether 2.0, c'est un petit peu l'arlésienne que beaucoup de gens attendent. Faut savoir que moi déjà, quand je me suis lancé en 2016, il y avait déjà des gens qui m'ont dit t'es complètement fou, TK, faut pas se lancer en 2016, 2017, Ether 2.0, tu pourras plus miner, etc. Et donc à l'époque, j'en avais fait un peu à ma tête et je m'étais dit non, tant pis, j'ai quand même envie de me lancer et au final j'ai bien fait parce que si j'avais écouté ces personnes-là, je me serais probablement jamais lancé dans le minage. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Effectivement, Ether 2.0, donc c'est le passage de l'Ethereum Proof of Work, donc au minage à la carte graphique comme on le connaît actuellement, vers un passage Proof of Stake, donc en staking, où on n'aura plus ce minage à l'aide de cartes graphiques, mais où on aura un système de nodes. Ici, c'est pas des master nodes, mais ce sont de simples nodes qui vont permettre le fonctionnement de la blockchain, la validation des transactions, etc., etc. C'est quelque chose dont on entend parler depuis des années. Donc, c'est vrai que pour des personnes qui sont récentes dans l'univers des cryptos, ça peut faire peur. On se dit, waouh, c'est l'année prochaine. Sauf que bon, depuis 2016, c'est censé être l'année prochaine. Soit. Ça, c'est une chose. Donc,
je veux dire, c'est pas demain que ça va se passer. Alors, théoriquement, aux dernières nouvelles qu'il y avait eu, il y avait une volonté de passer pour février 2022, donc dans 3 mois, de passer Ethereum en staking. Sauf que, donc ça c'était les souhaits à l'époque, on aurait bien voulu, en tout cas les développeurs auraient bien voulu, sauf que actuellement c'est pas du tout le cas. Ethereum n'est pas du tout prêt à passer en staking, en tout cas à l'heure actuelle, à moins qu'il y ait des infos qui soient cachées, mais j'en doute très fortement. Donc à l'heure actuelle, Ethereum n'est pas prêt de passer en staking, en tout cas pas début 2022. Il devait y avoir normalement également au mois de décembre, donc dans un mois, il devait y avoir une fameuse, un EIP. Donc un EIP, c'est-à-dire c'est une mise à jour de la blockchain Ethereum. On en a déjà eu un il y a 3 ou 4 mois de ça, qui était censé réduire les frais de transaction sur la blockchain. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais théoriquement vous devez payer moins de frais, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça a été un petit coup dans l'eau. Donc théoriquement les frais de transaction auraient dû passer sous la barre des $1. Et à l'heure actuelle, vous êtes toujours à 15-20 $ une transaction, si pas plus sur Ethereum. Ouf, donc, théoriquement, il devait y avoir de nouveau un nouvel EIP en décembre qui était prévu pour faire, donc cette EIP, on l'a appelé la bombe de difficulté. Donc en fait, ça devait normalement rendre quasiment impossible le minage à l'aide de cartes graphiques. Donc là, ça avait fait peur à tout le monde. Donc on s'était dit, waouh, fin décembre, c'est fini, on peut plus miner d'Ether, la bombe de difficulté. Sauf que cette bombe de difficulté, elle est reportée à juin 2022. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ? Alors, honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, il est impossible, probablement pour les développeurs d'Ethereum, de savoir concrètement et réellement quand ils vont pouvoir passer Ethereum en staking. Donc, je pense que c'est pas prévu pour dans 3 mois, parce que sinon, on serait beaucoup plus au courant que ça. Donc, c'est pas quelque chose de caché. Justement, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en avant. Donc, il n'y a aucune raison de cacher ça. Et à mon niveau, en tout cas à l'heure actuelle, j'ai vraiment du mal à croire que ce soit possible en 2022. Peut-être en 2023, s'il y a même des problèmes, peut-être 2024, mais voilà, typiquement 2022, je pense pas que ce soit possible, parce que c'est trop proche, parce qu'il y a encore rien qui est prêt, rien n'est fonctionnel. En tout cas, on n'a pas tant de retour là-dessus. Donc, je pense réellement qu'il faudra encore attendre, encore une année ou deux, ce qui correspond à ce qu'on m'avait dit à 2016, 2017, 2018, 2019. Donc voilà, mais il est certain que ça, c'est une volonté vraie de par notamment Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, mais également de pas mal de développeurs. Il est certain qu'à un moment donné, Ethereum va finir par passer donc en pool of stake, en pause, et donc là, effectivement, à ce moment-là, il ne sera plus possible d'en miner. Maintenant, est-ce que ce sera 2022, 2023, 2024, 2025, que sais-je ? Ça, on ne sait pas encore, mais il est certain que c'est une volonté claire de la part des développeurs. Donc ça finira par arriver, quoi. Est-ce que tu as été déçu de cette décision, personnellement, toi, en tant que mineur depuis des années sur les réseaux d'Ethereum, ou est-ce que ça t'a pas vraiment affecté plus que ça ? À part le fait que voilà, la date, elle soit là ou elle soit pas là, mais le fait que ça passe de proof of work au proof of stake. En soi, donc moi je reste, effectivement, j'ai miné de l'Ether pendant tout un temps, donc forcément j'ai toujours préféré que l'Ether reste en utilisation avec la carte graphique, il faut pas se le cacher. Maintenant, je suis également un utilisateur lambda du réseau Ethereum, donc comme n'importe qui, et il est clair que quand je transfère par exemple 40 €, c'est vrai que c'est quand même très dérangeant de devoir payer 15 ou 20 € la transaction sur Ethereum. Pour tout le monde. Et donc ça, voilà, on peut être mineur, on peut être content d'empocher de l'argent grâce au réseau Ether, mais ça reste quand même une problématique. Et je m'en rends bien compte. Je veux dire, je vais pas m'entêter à me dire non, je veux continuer le minage d'Ether, quitte. Non, à un moment donné, il faut se rendre compte que le réseau n'est pas utilisable dans de bonnes conditions de cette façon-là. Maintenant, la seule chose, la seule chose où je suis un petit peu content vis-à-vis de ce report entre guillemets, c'est qu'à l'époque, moi j'avais dit justement que je pensais que ce serait pas possible de le faire en 2021, parce qu'il y en a même qui pensaient que ce serait en 2021 et encore moins en 2022. Et à l'époque, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient pris de très haut, qui m'avaient pris pour un fou, qui savaient pas de quoi je parlais, que je savais pas où je mettais les pieds. Ces personnes, ça faisait 1 an ou 2 qu'elles étaient dans la crypto-monnaie. Pour eux, ça paraissait évident que Ethereum allait passer en pool of stake. Moi, ça fait maintenant quasiment 6 ans que je suis dans la crypto. Je suis loin d'être un expert. Le monde d'Ethereum, le développement d'Ethereum, ça reste très complexe. J'ai pas les connaissances pour développer ça, mais je peux vous dire que transformer une crypto-monnaie qui pendant toute son existence, donc depuis 2015,
fonctionne en proof of work et fonctionne même bien, hein, hormis les frais, elle fonctionne très bien. Je veux dire, il n'y a jamais eu de hack, il n'y a jamais eu de problème sur la blockchain Ethereum, si ce n'est ces frais de transaction. C'est quelque chose qu'on peut pas faire en un claquement de doigts. C'est pas comme une crypto-monnaie, par exemple, j'ai absolument rien contre elle. Par exemple, si on prend ADA, Cardano, il a été directement pensé pour fonctionner en staking, parce que voilà, Cardano repose sur le staking. Donc elle, c'est une crypto-monnaie qui a été directement pensée pour fonctionner de cette façon-là. Alors que Ethereum, il a été pensé à l'origine pour fonctionner en minage. Et donc, la transformation de l'un vers l'autre, c'est pas un truc qu'on peut faire comme ça en se disant bah oui, regardez, Ada il le fait bien, donc Ether a qu'à faire comme Ada. Non, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est, de toute façon, les gens ils sous-estiment en effet le travail qu'il y a derrière. Hein. Là, on parle d'un écosystème aujourd'hui qui vaut des centaines de milliards en valorisation. C'est quelque chose de très gros. Je pense qu'aujourd'hui, pour être honnête, grâce aux sidechains et puis aux bridges qu'on peut avoir finalement, si on connaît un petit peu, alors c'est pas fait pour tout le monde, mais si on connaît un petit peu, puis on utilise les bridges, puis on peut en effet partir du mainnet, mais on peut quand même utiliser les mêmes adresses et puis on peut quand même faire des transactions grâce à Polygon, XDAI et autres. C'est vrai que c'est super agréable, mais il faut connaître, c'est pas pour tout le monde, ça reste une minorité des gens. Et si on veut en effet faire une utilisation sur le mainnet principal, est-ce que ça va résoudre 1000 transactions, 1500 transactions par seconde? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que ça va être assez aussi à long terme? Peut-être pas. Mais en tout cas, ce sera déjà un joli changement, ça c'est clair, pour en tout cas les frais, parce que ça c'est un gros problème aujourd'hui, vraiment. Ok, très bien résumé, parfait, très belle réponse. Alors, on peut peut-être aussi prendre quelques petites questions. Il y a eu beaucoup de bonnes questions. Si d'un coup tu pioches comme ça au hasard une question dans le chat que tu penses qui est une bonne question, t'hésites surtout pas. Et puis sinon, on va juste regarder s'il y avait d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que tu mines ci? Est-ce que tu mines ça comme crypto-monnaie? Ça, il y a plein de cryptos. Parce que je suppose aussi qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui minent de l'Ethereum. C'est ce que j'ai vu, en tout cas, il y a à peu près une année en arrière. Il y avait plein de vidéos qui sortaient tout d'un coup, quand il y avait surtout le 2.0 qui allait sortir de l'Ethereum aussi. Puis on en parlait un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les mineurs d'Ethereum vont faire? Sur quelle crypto-monnaie est-ce qu'ils vont passer? Parce que du coup, il y aura beaucoup de nouvelles cartes graphiques qui vont miner une nouvelle crypto-monnaie. J'avais entendu un petit peu de Ravencoin, je crois, à l'époque, qui avait des jolis rendements. J'ai pas du tout été en profondeur. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu dois déjà un petit peu réfléchir aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà une solution? Ou bien tu vas arrêter peut-être le mining? Alors, dans mon cas, j'arrête pas du tout parce que là, pour te dire, enfin là, ça va faire plus de 6 mois que je mine plus du tout moi d'Ether. Donc, moi, je suis déjà sur d'autres crypto-monnaies. Donc, maintenant, c'est pas nouveau parce que moi, j'ai jamais été, j'ai toujours aimé la crypto-monnaie Ether. Hein, donc, j'ai absolument rien contre l'Ether. Mais par contre, j'en ai très très rarement miné directement, en tout cas, parce que moi, j'ai toujours été intéressé par les crypto-monnaies moins connues. Où il y avait notamment moins de mineurs, donc forcément qui dit moins de mineurs dit que la part que je vais gagner va être plus importante puisque je partage la récompense avec moins de monde, donc j'ai très rarement moi miné directement de l'Ether. Par contre il est certain que oui, je pense en tout cas que quand imaginons que ce soit demain, imaginons demain il est plus possible de miner de l'Ether, je pense qu'il va y avoir tout un tas de mineurs qui vont faire plein de choses différentes. Je pense effectivement qu'il y a des mineurs qui vont tout simplement arrêter, parce que je connais des mineurs qui sont là uniquement pour le minage d'Ether et qui ne veulent pas prendre le risque d'aller miner d'autres crypto-monnaies, même si elles peuvent être plus rentables, certaines ou pas. Il y a des gens qui ont dit non, moi je mine de l'Ether, je veux miner que de l'Ether et je ferai rien d'autre. Donc ça, je pense qu'il y a des mineurs qui vont arrêter. Il y a des mineurs qui vont devoir aller sur d'autres crypto-monnaies tout simplement parce qu'ils n'ont pas le matériel adapté. Donc il faut savoir que par exemple, le minage d'Ether, c'est un minage qui est relativement simple. Ça demande pas du matos de folie. Je veux dire, même avec des cartes graphiques relativement ancienne, on en parlait, il est possible d'en miner. À l'heure actuelle, on a des crypto-monnaies plus récentes qui demandent des cartes graphiques beaucoup plus puissantes, qui demandent par exemple des cartes avec un minimum de 8 gigas de VRAM. Alors effectivement, sur une génération 3000, la plupart des cartes ont déjà 8 gigas. Maintenant, si vous avez des cartes plus anciennes, à l'époque, avoir 8 gigas de VRAM sur sa carte graphique, c'était pas quelque chose de commun. Donc il y a déjà pas mal de gens qui vont pas pouvoir aller n'importe où, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le matos adapté. Et puis, des crypto-monnaies, il en existe une multitude. Il y en a plein, hein, tu l'as dit. Il y avait par exemple Ravencoin qui avait le vent en poupe à l'époque. Il y en a plein. Il y a Firo, il y a Ergo, il y a Flux, il y a Ethereum classique chez AMD. Ubique, bref, il y a toute une multitude de crypto-monnaies. Il faudra voir un petit peu comment les différents mineurs vont se répartir sur ces cryptos. Je pense pas que tous les mineurs vont aller sur la même, parce que comme je te l'ai expliqué, il n'y a pas moyen que tout le monde aille sur la même, parce qu'on n'a pas le bon matos, parce qu'on n'a pas les bons composants, etc., etc. Mais je pense, ça c'est certain qu'il va y avoir une répartition de ces mineurs sur ces différents réseaux, et à ce moment-là,
il sera toujours temps de voir quelle crypto-monnaie vient à tirer son épingle du jeu, par exemple, et être, entre guillemets, pour un mineur, hein, donc niveau rentabilité, être le nouvel Ether, quoi. Exactement, ça c'est un petit peu le killer, Ethereum killer. Tout le monde recherche ça en effet. Il y a aussi t'as levé un bon point finalement, c'est sur le fait que on peut réutiliser des anciennes cartes graphiques ou bien on peut surtout des fois on a beaucoup de difficultés de pouvoir miner certaines crypto-monnaies parce qu'il faut des cartes graphiques avec 8 gigas ou bien même plus. Est-ce que tu penses que ça a un impact déjà sur la décentralisation d'un projet si le projet est trop demande justement des RAM trop grands ou des choses comme ça, parce que finalement comme typiquement Helium, tout le monde pourrait en fait participer quelque part. Et donc, ça rendrait en fait le réseau aussi bien plus décentralisé. Est-ce que c'est mieux, moins bien de ton point de vue? Alors en fait, là, tu mets le doigt exactement sur deux choses. Donc d'un côté, il y a l'aspect décentralisé. Donc effectivement, c'est très intéressant. Plus il y a de monde qui peut participer, plus il y a de décentralisation. Par contre, il y a également un côté sécurisation. Et la sécurisation, dans toutes les crypto-monnaies qui fonctionnent en Proof of Work, c'est dû à la puissance de minage, donc à la complexité des calculs qui sont réalisés. Et ça, malheureusement, tout le monde ne peut pas être équipé de machines surpuissantes ou au contraire. Donc en fait, tu as toujours un équilibre qui se fait entre décentralisation d'un côté et puissance nécessaire au minage de l'autre. Par exemple, c'est l'exemple typique sur Bitcoin. Bitcoin, donc crypto-monnaie numéro 1 qui fonctionne en Proof of Work. Donc je rappelle, elle fonctionne. La possibilité de miner du Bitcoin se fait via des ASIC. Donc on parle tout le temps que le réseau Bitcoin est décentralisé parce qu'effectivement, entre guillemets, n'importe qui peut détenir un ASIC et le faire fonctionner. Cependant, avec un ASIC, une seule machine, vous n'allez pas aller bien loin quand on sait qu'il y a des fermes de minage qui ont des milliers d'ASIC. Donc, effectivement, le réseau, il est décentralisé d'une certaine façon. Par contre, n'importe qui ne peut pas avoir 1000 ASIC dans sa maison, je veux dire. Donc, à un moment donné, c'est toujours un équilibre que l'on trouve. Ouais. Et donc, on part du principe qu'ici, voilà, par exemple, dans le cas de Bitcoin, avec des fermes de minage installées un peu partout sur la planète, qui sécurisent à 80% le réseau à elle seule, on part du principe que oui, le réseau est décentralisé et il y a suffisamment de puissance sur le réseau pour le rendre inviolable, infalsifiable, etc., quoi. Ok, ouais, je vois. Parce que vu qu'on parle un petit peu du Bitcoin, il y a eu une question aussi de pourquoi tu n'évoques jamais le minage de Bitcoin? Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Alors non, j'ai absolument aucun problème avec le minage de Bitcoin parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que vu que moi je m'adresse principalement à un public francophone européen, alors que je sais que j'ai quand même des personnes qui me suivent, notamment au Canada, au Maroc, donc des pays où généralement le tarif électrique est beaucoup moins cher. En fait, j'aborde très rarement le minage de Bitcoin, tout simplement parce qu'ici en Europe, dans notre vieille Europe, où les tarifs électriques sont relativement chers, hein, peu importe les pays, que ce soit France, Belgique, Suisse, on paye des tarifs relativement élevés. Le minage de Bitcoin en tant que tel est très peu rentable et donc très peu intéressant, contrairement au minage GPU. Il est certain que si, par exemple, j'étais canadien et que j'avais le tarif électrique à 5 centimes le kilowattheure, 5 centimes de dollars, donc ça fait 3 centimes d'euros ici, je pense que je parlerais beaucoup plus du minage de Bitcoin. En fait, je n'en parle pas juste à cause de notre tarif électrique ici en Europe, quoi. Tu t'intéresses à ce que tu peux faire aussi. Exact. Tu payes combien le kilowatt chez toi, si c'est pas trop indiscret? Alors, en Belgique, en fonction de votre tarif électrique, vous pouvez aller de 20 centimes à 30 centimes, ce qui est très cher, hein, entre nous. Oh, c'est très cher, en effet, ouais. Waouh. Même ici en Suisse, où moi je suis, je crois qu'on paye un peu moins. Je crois que je suis entre 12 et 16 centimes le kilowatt. En francs suisses, en plus, donc c'est encore 10% moins cher que l'euro. Donc c'est pas mal. En France, en moyenne, on est aux alentours de 15 ou 17 centimes, donc ça te donne une idée. Donc, en tout cas, je sais qu'il y a dans ma communauté, j'ai beaucoup de mineurs qui viennent de Suisse et qui me disent justement que en tout cas, ce qui concerne le prix de l'électricité, c'est très très avantageux chez vous. Donc, je comprends en tout cas pourquoi beaucoup de mineurs suisses s'intéressent, enfin beaucoup de personnes en Suisse s'intéressent au minage parce que justement, vous avez un tarif électrique avantageux, quoi. J'étais même pas vraiment au courant de cette différence, en effet. Ah, c'est vraiment fou. Et donc, entre 20 et 30 centimes, on est quand même rentable. C'est fou. Oui, en tout cas, avec des cartes graphiques. Avec un ASIC, je pense que vous serez pas rentable. Même à 15 centimes, ça va être difficile. Par contre, voilà, demain, tu me dis que tu payes 3 centimes ton kilowattheure, je te dis, fonce sur le minage Bitcoin, ça c'est certain. Mais à 15 centimes, on y réfléchit, quoi. Exactement. Ouais, c'est exactement ça.
Les gens, ils sont super contents que tu as parlé du flux. Ouais, ouais, bah ouais. Je crois qu'ils sont très chauds sur cette crypto. Et même certaines personnes de ma crypto-monnaie qui a dit, de ma crypto-monnaie, de la communauté qui ont dit, ah, enfin, chez Cryptologique, on parle de flux. Excellent. Il y a eu aussi une question en rapport à est-ce que tu fais du staking? Peut-être qu'on peut aussi vite venir un petit peu sur le proof of stake. Et puis après, on pourra peut-être finir aussi avec quelques petites questions sur le lending aussi, peut-être, si ça va pour toi. Mais pour le proof of stake, est-ce que toi, tu fais aujourd'hui du proof of stake, du proof of stake, pardon? Et puis, est-ce que tu peux peut-être nous en parler de certains projets que tu trouves qui sont peut-être top aujourd'hui? Oui, alors encore une fois, le proof of stake, il en existe 50 variantes différentes. Dans le proof of stake, le staking, on regroupe, il y a plein, il y a le DPoS, donc Delegate Proof of Stake, c'est ce que vous pouvez connaître notamment voilà, sur Ada Cardano, sur eGold, sur comme ça, je sais pas ce qui me vient de tête, mais bon, sur Cosmos, wow. Atom. Donc ça, c'est du DPoS, pardon. Vous avez donc toute la partie masternode qui est assimilée également au staking. Donc là, on revient sur sur Firo, sur Horizon, sur Dash. On remarque que je les connais un peu plus parce que je suis un peu plus dans ce domaine-là. On a plein de formes de staking différents. On a la possibilité je pense qu'à l'époque, il y avait du staking de crypto-monnaies avec des temps aussi. Bref, si vous bloquiez un certain nombre de jours, oui. Alors c'était pas du tout lié au fait de déléguer un nœud, mais c'était, en gros, du staking, vous pouvez en faire à toutes les sauces, de toutes les formes. Moi, je connais très bien donc le staking par délégation, donc ce qu'on retrouve sur ADA, Cosmos, eGold ou autre, que sais-je. Et je connais très bien le staking masternode, donc ceux que j'ai cités juste avant. Il est clair que tout ce qui concerne le staking plus classique, donc qui ne se fait pas en délégation, mais qui se fait directement, où vous-même, vous allez créer votre propre nœud sans passer justement par un système de délégation comme on peut avoir sur ces projets-là. Ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, m'intéressait, que je connais beaucoup moins maintenant. Je serais même incapable de citer des projets qui reposent sur ce principe-là. Mais effectivement, en fait, encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Je veux dire, que vous soyez plutôt team masternode, team depos, team cheat, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a pour toutes les bourses. Je veux dire, ça peut commencer à 50 € et aller, on en a parlé, à plus de 100 000 €, 100 000 $ pour certains nœuds. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Exactement. Et puis l'avantage aussi du proof of stake, c'est on peut participer, puis on peut repartir quand on souhaite. Il n'y a pas besoin de faire de gros investissements, on n'a pas besoin de prendre trop de risques. Et puis ça permet aussi de s'éduquer, de vraiment apprendre, ok, qu'est-ce que c'est. Puis c'est vrai, c'est du moment qu'on commence à mettre les premiers billets, les premiers 50 €, 100 €, qu'on commence aussi à investir un petit peu de plus de qu'est-ce que c'est en fait réellement. Puis c'est là où on va investir plus de temps justement derrière. Mais c'est vrai que c'est super intéressant le proof of stake. Moi personnellement, c'est vrai que je me demande encore si le proof of stake, si c'est quelque chose qui est fiable quand je parle de très long terme, quand je parle de quelque chose de plutôt sur 20 ans. Est-ce que je me réjouis de voir justement l'évolution de ce proof of stake et que si ça va vraiment bien faire tenir un réseau en question de sécurité et puis si ça va pas être trop centralisé. Mais en tout cas, je me réjouis vraiment de voir un petit peu tout ça. Moi, j'en fais aussi un petit peu du stake, donc je participe clairement aussi à ça. Et puis, sur le lending, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable, qu'on n'avait pas spécialement non plus en 2017, 2016, 2017. C'était des choses qui étaient un petit peu inconnues, si je ne me trompe pas, sauf en tout cas, moi, j'en connais pas vraiment. On avait des autres choses, mais ce n'était pas vraiment en tout cas comme ça. Aujourd'hui, toi, le lending, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, est-ce que tu fais du lending? Alors, moi, j'en pense beaucoup de bien, et oui, je fais du lending. En fait, c'est pas un problème, mais en fait, les gens ont tendance à confondre staking et lending, parce que pour un utilisateur lambda, ça représente la même chose. C'est-à-dire que vous avez une crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, et vous allez la bloquer d'une certaine façon. Ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, que sais-je, et vous allez recevoir des intérêts sur vos crypto-monnaies pour avoir fait ça. La grosse différence entre le lending et le staking, c'est que le staking, c'est un fonctionnement de blockchain. C'est-à-dire que, par exemple, on en parlait, le Bitcoin fonctionne en proof of work. Donc, ça veut dire que vous allez devoir faire travailler une machine pour participer au réseau. Typiquement, je reprends encore Ada Cardano que je connais bien pour ça. Ada Cardano, lui, repose sur ce système de staking, c'est-à-dire que vous allez bloquer des nœuds, des coins dans un nœud et vous allez pouvoir participer au bon fonctionnement de la blockchain. Et pour cela, vous allez toucher des intérêts qui vont vous être versés sur votre crypto-monnaie. Le lending, en réalité, ça fonctionne sur n'importe quelle crypto-monnaie parce qu'en fait, il va s'agir d'un prêt. Donc, c'est-à-dire que le staking, typiquement, vous pouvez pas faire du staking sur Bitcoin, vous pouvez pas faire du staking sur Ethereum parce que
le Bitcoin, il fonctionne en proof of work, le Ethereum, il fonctionne en proof of work, vous pouvez pas faire du staking là-dessus. Par contre, vous pouvez faire du lending, et du lending, en fait, c'est tout simplement un prêt en crypto-monnaie. Donc, vous allez prêter vos crypto-monnaies à une plateforme. Il en existe plein, il y a plein de plateformes différentes qui vous proposent de faire ça, notamment Binance, qui est l'exchange numéro 1, qui propose justement de faire du lending de crypto-monnaies. Et donc, en fait, vous allez tout simplement mettre à disposition vos crypto-monnaies auprès de cette plateforme. Elle va les prêter à d'autres personnes, elle va jouer avec, etc., etc. Et en échange de ce prêt de crypto-monnaie, elle va vous verser des intérêts qui sont variables, enfin qui peuvent être variables, qui peuvent être fixes en fonction de la façon dont vous allez bloquer vos fonds, et où vous allez récupérer donc ces fameux intérêts sur les crypto-monnaies. L'avantage du lending, c'est qu'on peut le faire sur n'importe quelle crypto-monnaie, alors que du staking, on peut le faire que sur des crypto-monnaies qui reposent sur le principe de staking. Le concept, donc, exactement. Donc voilà, le lending, ça peut toucher n'importe quelle crypto-monnaie et on a des taux plus ou moins intéressants, plus ou moins avantageux en fonction des crypto-monnaies que l'on va prêter à la plateforme, quoi. Exactement. Et est-ce que tu t'intéresses un petit peu à ce côté compounding dans le lending, c'est-à-dire que on va par exemple sur une plateforme et puis on peut recevoir du 5% annuel en prêtant notre argent et que le contraire, pardon. On va emprunter de l'argent et puis il faut payer pour ça, mais on va par exemple payer 5%, mais on peut après prendre cet argent, on peut le prêter quelque part d'autre pour par exemple 7%, et donc la différence est de 2%. Et c'est vrai que dans le DeFi, si on connaît un petit peu, il y a pas mal d'opportunités. C'est des choses qui t'intéressent toi aujourd'hui? Est-ce que tu fais ça un petit peu? Alors ça m'intéresse énormément. Je vais pas dire que je maîtrise le sujet, mais je m'y intéresse. Par contre, c'est quelque chose à l'heure actuelle, que je ne fais pas encore. Donc j'ai bien compris le principe, je sais très bien comment ça fonctionne, mais je ne l'ai pas encore mis en pratique. Ouais, exactement. Mais j'ai beaucoup de personnes, je crois. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont au courant et puis qu'en fait, c'est assez rigolo dans ce monde. Pour moi, la même chose. Je suis au courant de pas mal de choses. Je vois plein de personnes qui le font de mon entourage, qui sont à fond dans le DeFi, qui vivent dans le DeFi. Et c'est assez choquant, en fait. Mais voilà, il faut participer, il faut quand même être un petit peu derrière, en effet. Ok, super. Alors ça, c'est vrai que le lending, il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Je pense que c'est quelque chose qui peut être bien aussi pour si on part dans un bear market, pour sécuriser des fonds, de rester un petit peu dans du stablecoin, pas trop jouer, puis prendre trop de risques du coup sur ces cycles non plus. J'ai reprendre des questions qui sont un petit peu en dehors du mining, peut-être, mais qui sont toujours naturellement dans la crypto-monnaie. Peut-être que je vais les garder pour la fin, puis on peut peut-être partir très rapidement avec le chat, si ça va pour toi. Et puis Sans on problème, regarde s'il y a des petites questions. Alors j'ai vu ici, est-ce que tu peux me conseiller si je souhaite investir à peu près 10K dans le mining? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? En fait, répondre à cette question, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça va dépendre de tout un tas de paramètres, notamment de ton tarif électrique. C'est un petit peu comme dire, j'ai 10 000 euros, quelle voiture tu me conseilles? Et tu peux avoir une voiture, je caricature, mais tu pourras avoir aussi bien une voiture de sport que une voiture qui te permet de transporter des charges. Si tu travailles sur chantier, tu seras plus intéressé à transporter des charges, et si tu as envie d'avoir une voiture pour te balader, tu seras plutôt une voiture de sport. Donc répondre, j'ai 10 000 euros, qu'est-ce que je peux acheter? Moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est tout simplement déjà de te renseigner sur ton tarif électrique, parce que c'est clairement ça qui va définir vers quel type de minage tu peux te retourner. Donc si tu payes ton tarif électrique très peu cher, tu as les deux possibilités, donc minage GPU, minage ASIC. Si tu n'as pas de chance et que tu es comme nous avec un tarif électrique plus important, il y a de fortes chances que ce soit que du minage GPU. Et encore une fois, en admettant par exemple que ce soit le minage GPU qui t'intéresse, tu as encore deux grandes possibilités, qui sont les deux fabricants de cartes graphiques, donc Nvidia et AMD, parce que effectivement, avec des cartes Nvidia, on va miner certaines crypto-monnaies, avec des cartes AMD, on va miner d'autres crypto-monnaies, et donc en fonction des crypto-monnaies qui vont t'intéresser plus ou moins, eh bien, tu vas plutôt te diriger vers ce type de carte-là ou ce type de carte-là. Maintenant, il est certain qu'avec un budget de 10 000 euros, il y a déjà largement de quoi faire. Je veux dire, c'est déjà un très 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 beau budget pour une installation. Donc c'est déjà, il y a moyen déjà de très très bien s'équiper avec un tarif pareil, quoi. C'est une très très bonne réponse, je pense. On peut pas des fois donner une réponse claire. Je pense que une des meilleures manières de pouvoir répondre à cette question, c'est finalement aussi de te suivre. C'est de cette manière-là qu'on va mieux comprendre finalement, parce que si on veut investir 10 000 euros, c'est que logiquement on veut gagner de l'argent. C'est vraiment le but quand même. Ah oui. À la fin, c'est de pouvoir en sortir une plus-value. Donc des fois, ça vaut la peine aussi de pouvoir s'intéresser un petit peu plus. Du coup, je me permets, parce que vu que c'est un live, il y a beaucoup de personnes qui viennent puis qui repartent. Je repartage très rapidement aussi les 3 liens les plus importants. Donc, on a la chaîne YouTube, le Twitter aussi de Monsieur TK.
Et puis son petit Discord, le Discord, je pense que ça va être un petit peu plus simple aussi des fois pour pouvoir peut-être poser des questions et puis typiquement avoir des réponses. Mais en tout cas, le principal, c'est YouTube et Twitter qui est très actif, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. Le tarif actuellement d'électricité en Belgique, donc 20 à 30 centimes kilowatts, c'est à peu près Ouais, ça. en moyenne, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un peu moins ou un peu plus. Encore une fois, c'est un tarif standard. Ça veut dire que c'est pas, vous avez pas de panneau photovoltaïque, vous avez pas de batterie, parce que bah forcément, vous avez pas un tarif privilégié parce que vous travaillez pour le service d'électricité. C'est également ce que je donne parce que j'ai énormément de personnes qui me suivent de France. Ben oui, si vous êtes agent EDF et que vous payez votre électricité à 10%, je peux pas faire des vidéos spécialement pour les agents EDF qui vont regarder et qui payent pas leur électricité, enfin qui payent très peu leur électricité. Moi, je fais des vidéos pour monsieur, madame, tout le monde qui paye un tarif normal. Maintenant, il est certain que si vous avez des batteries, du photovoltaïque, si vous avez des avantages sur votre tarif électrique, ça ne donnera que des avantages pour le minage, bien entendu. Mmh. Exactement. Ici en Suisse, il y a beaucoup de personnes qui ont aussi essayé de profiter avec l'armée. Parce que l'armée, en fait, du coup, ils ont un système, que je pense aussi, ça dépend après naturellement des pays, mais en Suisse, ils doivent dépenser beaucoup d'argent. Et donc, ils essaient de trouver des solutions pour pouvoir dépenser et pouvoir atteindre ce certain budget. Et donc, il y a des gens qui ont en effet proposé, puis ils savent, du coup, qu'ils peuvent avoir à 0 centimes le kilowatt pour pouvoir faire des dépenses dans les montagnes, des choses comme ça. Et donc, il y en a des qui en profitent aussi. Mais c'est voilà, c'est du nouveau. On peut pas faire des vidéos typiquement pour ces personnes-là, je pense. Qu'est-ce que tu en penses de l'avenir des fermes de minage? Alors, les fermes de minage, ça reste, je veux dire, le cœur, le cœur du bon fonctionnement des différents réseaux des crypto-monnaies qui fonctionnent en proof of work. Donc, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou autre, que sais-je. Donc je pense que des fermes de minage, il y en aura toujours. Il y a toujours des pays qui se veuillent accueillants et qui proposent justement des avantages pour ces fermes. On l'a bien vu récemment avec notamment la Chine qui avait décidé de bannir son minage, enfin le minage de son sol. Il y a beaucoup de gens qui ont pris peur en se disant c'est la fin du minage. Non, pas du tout. On a des pays qui se sont montrés très intéressés. Pour ne citer que, il y a eu le Kazakhstan notamment qui a clairement invité les mineurs à venir miner chez eux pour profiter de leur fiscalité avantageuse pour les crypto-monnaies, mais également de leurs tarifs électriques. On a eu l'Islande, le Canada qui s'est montré très intéressé également. Donc au final, il y a toujours ce jeu un petit peu de chaise musicale où les fermes de minage n'hésitent pas si la fiscalité ou ne sont plus tolérées sur un territoire, passer ailleurs. Donc à moins que le minage devienne interdit mondialement, et je pense pas que ce soit possible, en tout cas pas à l'échelle de la planète Terre, je vois pas comment les fermes de minage ça pourrait mal se passer pour elles, hormis si demain il y avait absolument plus aucune crypto-monnaie en proof of work, mais pareil, ça c'est pas près d'arriver non plus, quoi. Exactement. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai été choqué d'ailleurs à quel point certains pays, des fois, ils acceptent maintenant le minage, mais à grande échelle en plus, c'est assez hallucinant. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a ici il y a une petite question aussi. Le minage en France est encore rentable. Le temps de recevoir la machine, on sera en plein bear et pas forcément rentable. Si? Premièrement, s'il a la possibilité de me dire quand il y aura le bear, ça m'intéresse. Parce que j'aimerais bien aussi. Donc ça m'intéresse. S'il a la possibilité de savoir quand c'est, moi je veux bien avoir les infos. En fait, le problème quand on s'intéresse au minage, c'est que en fait il y a jamais de bon ou de mauvais moment, parce que je schématise très très rapidement. Mais quand le minage est en plein boom, ça rapporte énormément. Le matériel, il est très difficile à trouver parce que tout le monde veut acheter du matériel. Et donc là, les gens, ils râlent, ils disent « Oh, c'est trop cher, j'ai pas envie d'acheter, il y a pas moyen de trouver, etc. » Et quand on est en bear market, on a du matos tant qu'on veut, le matériel coûte pas très cher, mais là, les gens veulent pas acheter parce qu'ils disent « Ouais, mais ça rapporte rien, j'ai pas envie d'acheter maintenant. » Donc, à un moment donné, en fait, quand on veut se lancer dans le minage, il y a pas une période optimale. Vous voyez, vous pouvez pas acheter le matos, par exemple, avec beaucoup de matériel en stock à bon prix et que derrière, ça vous rapporte énormément d'argent. Donc, c'est toujours un équilibre qui va se faire. Donc, à un moment donné, c'est comme j'expliquais, c'est comme j'explique toujours dans mes vidéos, à un moment donné, c'est difficile à dire, mais il faut se lancer sans filet. Donc ça veut dire que personne, et moi le premier, il y a personne qui pourra vous dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, tu auras rentabilisé ton matériel. C'est impossible de le savoir. Moi, je me rappelle que cette année, donc on était début 2021, on était en janvier d'ailleurs, j'avais fait des vidéos tuto pour expliquer le matériel à acheter à l'époque qui était d'actualité. À ce moment-là, on était vraiment
juste avant l'explosion du cours des crypto-monnaies, il y a des personnes qui se sont mis à miner grâce à ces vidéos-là et qui en 4 mois, donc 4 mois, elles ont rentabilisé leur investissement. Sauf que au moment où moi j'ai fait la vidéo et que je leur en ai parlé, on pouvait pas savoir que ça allait durer 4 mois. On était peut-être parti pour 6 mois, 1 an, que sais-je. Donc en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que on peut pas se dire, ok, j'achète maintenant, dans 10 mois ce sera rentabilisé. Ça peut être dans 10 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 4 mois, ça peut être dans 3 mois. Voilà, à un moment donné, il faut se lancer sans filet, ou justement, le contraire, si vous ne le sentez pas, et moi c'est ce que je dis toujours aux gens, si vous ne le sentez pas, le minage, il faut pas se lancer, il faut pas se forcer. Si ça vous intéresse pas ou que vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas la sécurité suffisante, il faut pas se lancer dedans. Maintenant, il est certain qu'à aucun moment vous n'aurez vraiment toutes les planètes alignées pour que ce soit le moment parfait pour acheter le matos pas cher et où ça rapporte le plus. Ça n'existe pas. Tout à fait d'accord. J'ai encore une petite dernière question, parce que je vois qu'en fait, il est déjà 22h, ça va passer plus vite que... Alors, j'ai d'abord une dernière question dans le mining, et puis après, j'ai mes petites dernières questions que j'aimerais te poser à toi personnellement aussi. Déjà pour le mining, parce que ça, je pense, ça peut être aussi très intéressant. C'est quelque chose que peut-être pas tout le monde est au courant, mais on peut donc créer son propre rig. Donc, on peut fabriquer notre propre machine. Hein, on peut acheter les pièces et les mettre ensemble, qui a l'air très complexe pour des gens qui ne viennent pas spécialement du milieu. Ou on peut acheter directement les machines complètes. Souvent, c'est bien plus cher. Là, je pense que tu connais bien les prix. Et c'est bien plus rentable, en effet, de pouvoir le fabriquer. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as fait des vidéos pour donner des conseils, de pouvoir comment faire sa propre machine, des choses comme ça? Ah bah écoute, ça tombe super bien parce qu'il y a justement 2 semaines, enfin en 2 semaines, j'ai sorti 3 vidéos qui expliquent, en 3 vidéos, t'as tout de A à Z pour construire ta propre machine. Donc tout expliqué, vraiment, j'ai pas mal de personnes d'ailleurs qui m'ont fait des retours dessus, donc des personnes qui n'y connaissent rien en informatique, qui ont jamais ouvert un ordinateur de leur vie, qui m'ont dit que grâce à ces vidéos, parce que c'est vraiment expliqué étape par étape, c'est des vidéos plutôt longues, mais justement où j'explique tout en détail, où les gens m'ont dit, j'avais jamais ouvert un PC et maintenant j'ai créé ma propre machine pour miner des crypto-monnaies, donc je pense que c'est vraiment accessible, quoi. Ah, ça c'est vraiment top, ouais. Ça c'est tellement important parce que finalement c'est pas si complexe que ça, puis on peut l'apprendre grâce à une vidéo. Et je trouve ça magnifique d'avoir fait ça parce que c'est vrai que ça prend du temps. C'est pas toujours évident non plus de mettre ça sur vidéo, mais bravo d'avoir fait ce genre de contenu parce que ça peut vraiment donner un coup de main à beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer avec quelques petits milliers d'euros, par exemple. Eh ben, on peut faire de très belles choses, en fait. Et donc, de pouvoir le faire des fois soi-même, c'est bien plus rentable, en tout cas. Tout à fait. Alors peut-être pour pas non plus faire le live pendant sur 2-3 heures, puis on va essayer de respecter à peu près les horaires. Mais ma petite dernière question pour toi, c'est comme tu peux le voir, hein, je pense que tu vois la même chose que nous sur le marché aujourd'hui, donc il y a pas mal de choses qui montent depuis maintenant un bon bout de temps. Comment tu te sens en rapport avec le marché? Est-ce que tu te sens plutôt à l'aise? Est-ce que tu fais pas du tout attention au prix parce que tu es plutôt mineur et puis tu prends tes bénéfices? Est-ce que tu penses qu'il y a un bear market qui va arriver? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la situation actuellement? Est-ce que tu peux partager ça avec la communauté? Moi, de manière globale, vraiment pour l'état global du marché, je le trouve plutôt bien et plutôt sain. Je trouve qu'on va vraiment de l'avant de manière générale. On parle de plus en plus des crypto-monnaies. Il y a de plus en plus de sites, d'articles, de vidéos qui sortent sur le sujet. On en parle de plus en plus dans les médias traditionnels, donc que ce soit la télévision, les journaux, etc. On voit que la crypto-monnaie commence à être je vais pas dire devenir mainstream, mais voilà, on voit que on a des crypto-monnaies qui commencent à sponsoriser des équipes de foot, des équipes de Formule 1, on a des stades qui commencent à avoir des noms de crypto-monnaies, pour ne citer que crypto.com pour le coup. Bref, on commence vraiment à avoir de plus en plus de choses. Moi, je me rappelle encore une fois quand j'ai commencé en 2016, à part que c'était pour financer le terrorisme, la drogue ou l'esclave des enfants, la crypto-monnaie c'était ça quoi. Donc quand je vois maintenant le pas en avant qu'on a fait et le fait que par exemple maintenant il y a de plus en plus aussi de restaurants, de bars qui acceptent les paiements en crypto. Pour des gens qui commencent maintenant, ça paraît évident d'avoir sa carte Binance ou Crypto.com pour payer, ça paraît évident, mais il faut s'imaginer que pour nous, à l'époque, on était vus comme des marginaux. Donc moi, je trouve qu'il y a eu tellement une avancée et que ça continue tout le temps à très bien avancer. Je suis en tout cas, de manière globale, très, très, très confiant pour l'avenir des cryptos, quoi. Ok, magnifique. Ouais, je trouve que c'est toujours assez important d'avoir un petit peu un point de vue d'une personne qui ça fait longtemps déjà qu'ils sont dans les cryptos parce que c'est un point de vue complètement différent. Le fait d'avoir vécu un cycle, qui a vécu plutôt un bon cycle, on va dire déjà haussier, mais également un bon cycle baissier.
ça fait réfléchir en fait. C'est une certaine expérience dans la vie qui est assez importante et je trouve que c'est bien de pouvoir partager ça aussi avec les personnes qui viennent de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie parce que on voit pas spécialement non plus ça sur du 10 ans, 15 ans. C'est très complexe de voir ça autant loin parce que la technologie avance tellement rapidement. Quand on reprend 2016, 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que jamais j'aurais cru qu'elles allaient plus exister aujourd'hui ou bien qu'elles allaient exister aujourd'hui. C'est vrai que ça va très vite. On n'a pas le choix d'être quasi au quotidien dans le monde de la crypto-monnaie pour être un petit peu à jour et donc de pouvoir finalement apprendre ça d'une manière le plus rapidement possible. Et comme on peut le voir, il y a plein de sujets différents. Hein, donc chez nous, on parle un petit peu de tout. Chez toi, on parle surtout de mining. Après, on parle de staking, de lending, de masternodes. Mais c'est un sujet dans le monde de la crypto-monnaie et ça te suffit pour pouvoir faire ça à plein temps. Je suppose si c'est pas plus qu'un plein temps. Et donc, en tout cas, un grand bravo à toi parce qu'on a besoin des gens justement comme toi qui viennent partager justement du contenu avec cette communauté francophone et qui apprend justement à non seulement des nouvelles personnes, mais aussi des plus anciens, qui a toujours une opportunité dans le mining. C'est pas fini. On y tient. Donc, non, vraiment top. Merci beaucoup pour ton point de vue, vraiment excellent. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Hein. Super. Alors, du coup, je pense qu'on va gentiment... De toute façon, les questions, je pense qu'elles vont pas s'arrêter. Hein, donc, on pourrait rester encore des heures. Il y aurait de toute façon plein de questions. Mais on va gentiment, du coup, boucler le live ici. Mais moi, déjà, je te remercie infiniment, Monsieur TK. Ça me fait bizarre de dire Monsieur TK, mais ça me fait plaisir aussi. Merci infiniment d'être venu justement ce soir chez Cryptologique pour un petit peu partager ton expérience dans le monde du mining, d'avoir répondu aussi un petit peu à des questions à la communauté. C'était un vrai plaisir. J'ai passé un très bon temps aussi. Et je repartage également pour toutes les personnes qui souhaitent justement faire un tour sur les réseaux pour apprendre un petit peu plus sur le mining, si vous avez des questions, bien vous aimeriez apprendre des choses, je pense que c'est une des meilleures chaînes, si c'est pas la meilleure chaîne sur le côté francophone en tout cas, dans ce milieu, donc n'hésitez vraiment pas à les passer. Également aussi, je l'ai pas mis, mais on a également, depuis pas si longtemps, tu as également commencé sur Twitch, également sous le nom de Monsieur TK. C'est les mercredis soirs, 20h ou 21h 21h à 22h, moi, ouais. 21h à 22h, il commence aussi maintenant des petits lives aussi sur Twitch, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour, il y a déjà eu des intervenants vraiment incroyables qui sont passés, donc merci aussi de partager aussi d'autres personnes qui sont dans ce milieu parce qu'il y a des très belles personnes, et voilà, en tout cas c'était un vrai plaisir, merci infiniment d'avoir participé ce soir. Bah écoute, c'était vraiment un grand plaisir et ça fait toujours... encore une fois, ça fait encore plaisir de parler, d'échanger justement sur le minage, le staking, les masternodes, bref, toutes ces choses qui sont malheureusement des fois trop peu mises en avant, alors que derrière, en tout cas, ça représente quand même la base, en dehors même de l'aspect gagner de l'argent. Là, on oublie l'argent. Le fonctionnement d'une blockchain, ça repose sur tous ces mécanismes-là. Et si on n'avait pas ça, que ce soit peu importe le mécanisme, on n'aurait pas la technologie crypto comme on l'a à l'heure actuelle. Donc, ça fait toujours plaisir d'en parler, voilà, et de faire peut-être découvrir à de nouvelles personnes tout ce qui tourne et tout ce qui gravite autour de ces fameuses blockchains. Ce n'est pas que j'achète bas, je revends haut. Derrière, il y a tout un tas de choses qui fonctionnent et c'est très intéressant. Magnifique, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la base de la crypto. Sans vous, on fait rien. Yeah. donc ouais. En partie. En partie, on va dire. Exactement. En tout cas, c'était vraiment top. Si après, il y a encore des questions, moi, je vais sûrement rester encore un petit moment en live. Donc après, s'il y a encore des questions, je vais essayer d'y répondre. Et puis, moi, je te souhaite alors une excellente soirée. Et puis, je me réjouis aussi de regarder un petit peu tes prochains contenus puis tes prochains lives, du coup, sur Twitch, quoi. Super, écoute, un grand merci à toi et un grand merci à ta communauté également d'avoir participé à ce live, ça fait toujours bien plaisir. La classe. Une excellente soirée, Monsieur TK, et puis à tout bientôt. Ciao, à la prochaine, ciao. Bye.